Dans la suite du débat, la parole est bien évidemment à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais à mon tour remercier le sénateur Nicolas Alfonsi pour avoir organisé ce débat qui lui tenait à cœur et qui était pour lui l'occasion d'aborder tous les sujets concernant l'avenir de l'île, non seulement les aspects institutionnels, les aspects constitutionnels qu'il a pris le soin de distinguer méticuleusement dans son propos, à juste titre, par esprit de rigueur juridique, mais également d'aborder d'autres sujets que certains d'entre vous ont évoqués dans leurs propos. Je dirais même que chacun d'entre vous a évoqué dans son propos et qui concernent les préoccupations que les Corses ont immédiatement à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer le développement de leur île et qui concernent la question du logement, la question de la spéculation et de la pression foncière, la question des investissements auxquels les territoires aspirent toujours lorsqu'il s'agit de créer les conditions de la croissance et de l'emploi. J'ai bien, Madame la sénatrice, entendu les préoccupations qui sont les vôtres, votre propos teinté de satisfaction d'avoir vu le gouvernement procéder à des clarifications et d'insatisfaction et d'impatience parce que vous auriez souhaité que le propos pût aller plus loin. Mais la politique est un exercice itératif et les débats parlementaires sont là pour préciser des choses qui ne l'ont pas été, même si j'avais le sentiment d'en avoir déjà beaucoup dit. Mais puisque nous sommes ensemble ce soir, c'est pour moi l'occasion de répondre à toutes les interrogations et de préciser la pensée, et de le faire avec la même sincérité que celle que j'ai voulu mettre dans le propos que j'ai tenu en Corse il y a de cela quelques semaines. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la nécessité en politique, si l'on ne veut pas que les choses soient abaissées, de respecter ceux auxquels on s'adresse en toutes circonstances. Et respecter ceux auxquels on s'adresse, c'est convoquer, comme le disait Nicolas Alfonsi à l'instant, l'esprit de Pierre Mendès France, l'esprit de ces grands républicains qui surent faire preuve de modernité, qui furent souvent en situation, alors que l'histoire leur était parfois hostile, de poser les fondements d'évolution pertinentes et heureuses, mais de le faire toujours avec une exigence de rigueur intellectuelle, de le faire toujours en ayant convoqué le droit lorsqu'il s'agit d'enjeux juridiques. Et convoquer le droit, ça veut dire ne pas le tordre, parce que le droit n'aime pas être tordu, comme son nom l'indique, pour atteindre des objectifs politiques, mais d'essayer de mettre le droit au service d'objectifs politiques lorsqu'on estime qu'ils sont nobles et lorsqu'il y a des désaccords, de pouvoir les exprimer. Ça veut dire aussi ne pas tout sacrifier au charme de la politique. Je ne dis pas que cela est le cas en Corse, mais je dis que c'est une prévention qu'il faut avoir en toute matière, car la politique a ses charmes auxquels il est facile de céder. Mais les charmes de la politique et la rigueur intellectuelle, ce n'est pas nécessairement le même sujet. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas nécessairement. Enfin, il y a une nécessité aussi de faire en sorte que le discours soit le même, quels que soient les lieux. Car ce serait quand même pour moi très confortable d'aller dire à Ajaccio des choses que les Corses seraient censés avoir envie d'entendre, et de dire à Paris des choses que la représentation nationale pourrait souhaiter écouter, sans me préoccuper de savoir si le discours serait le même à Paris et à Ajaccio. Moi, j'aime bien tenir le même discours partout, parce que c'est aussi une condition du respect que l'on doit aux interlocuteurs auxquels on s'adresse. Enfin, je voudrais insister sur le fait que le sujet que nous évoquons ce soir, je l'ai senti comme un élément sous-jacent de tous les discours qui ont été tenus, est un débat ancien, comme la République elle-même et comme la construction de la nation en France a pu l'être, puisque nous vivons dans un pays particulier où l'État a préexisté à la nation et où la nation s'est incarnée dans l'État. Et où il faut reconnaître que le processus historique de création de l'État et d'incarnation de la nation dans l'État s'est fait à partir d'un processus de centralisation, où l'on a vu le droit organiser les choses de telle manière que une langue s'imposait,
des principes de droit, convoquant souvent, pour ne pas dire toujours l'égalité, s'incarner dans des textes votés par la représentation nationale. Et la question qui nous est posée, c'est celle de la compatibilité entre la République, telle que nous l'aimons, une et indivisible, et la diversité de ces territoires, de ces cultures, de ces approches, que la République ne doit pas annihiler, que la République ne doit pas empêcher, que la République ne doit pas obérer, mais que précisément la République doit rendre possible, précisément parce que son unité, son indivisibilité est aussi la garantie qu'en son sein, chacun pourra trouver son chemin sans que le principe de l'égalité devant le droit, devant la charge publique, qui sont des principes consubstantiels à la République elle-même, ne soit remis en cause. Voilà donc le sujet qui nous est posé. Comment rendre tout cela compatible en droit et en politique ? Et comment le faire dans un contexte qui laisse à la Corse toute sa chance, sans faire perdre à la République ses principes et ses atouts ? Voilà le problème tel que je le vois. Je ne dis pas que c'est un problème simple, je ne dis pas non plus que c'est un problème insurmontable. Je pense qu'il existe en toute chose en politique, dès lors qu'il y a de la bonne foi, de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle, un chemin. Ce chemin est exigeant, il implique que l'on prenne le temps du dialogue et que l'on soit scrupuleusement honnête et que l'on aille au bout du cheminement ensemble. C'est ce que je souhaite pour la Corse et ce que je veux essayer de faire modestement dans la fonction de ministre de l'Intérieur qui m'a été confiée. Pour cela, il faut prendre les problèmes les uns derrière les autres. Ceux qui relèvent de l'urgence, et les analyser finement, de manière à y apporter les réponses les plus pertinentes. Le premier sujet qui nous a été posé est celui du développement de l'économie et du droit pour les Corses de vivre en Corse, sur une île prospère, ayant une chance de développer sa politique du logement, sa politique de développement économique, sa politique de croissance de ses filières d'excellence, sa politique de valorisation de ses atouts agricoles. D'abord, je veux rappeler que la politique de la République n'a jamais consisté à laisser la Corse de côté, mais au contraire à tenter de l'accompagner toujours. Je ne veux pas rappeler tout ce qu'ont fait les gouvernements successifs, par-delà les sensibilités politiques, mais il y a de cela 10 ans, tout juste, le gouvernement de Lionel Jospin promettait de mettre sur le métier un programme d'investissement pour la Corse qui s'est déployé au cours des 10 dernières années, qui a conduit, Madame la sénatrice, à mettre près de 2 milliards d'euros sur le métier, dont 1,7 milliard émané de l'État, pour faire des investissements structurants qui ont permis à la Corse de connaître un taux de croissance bien supérieur à celui d'autres régions du continent. Ces taux de croissance, au cours des 10 dernières années, supérieurs à 2%, auraient pu donner envie à bien des régions qui n'ont pas bénéficié de soutien aussi significatif de la part de l'État pour accompagner le développement de leur territoire. Mais il était normal que l'État décidât de le faire, parce qu'il y a des obstacles et des handicaps consubstantiels à l'insularité que la Corse n'avait pas vocation à surmonter seule et qui conduisaient l'État à mettre en place ce programme exceptionnel d'investissement qui a contribué, parmi d'autres actions, à faire la croissance de la Corse au cours des 10 dernières années. Mais aujourd'hui, autour de ces enjeux du développement, il y a 2 questions essentielles qui se posent et qui font l'objet des réflexions de l'Assemblée territoriale de Corse et des propositions qu'elle nous adresse. Il y a 2 propositions qui concernent le développement économique, la possibilité pour les Corses de vivre en Corse en ayant accès à la propriété et au logement, ce qui est bien légitime. Et puis la question plus spécifique, mais ô combien importante aux yeux de la Corse et de ceux qui y habitent, de la possibilité de participer, de parler en Corse la langue corse. Je veux traiter de ces 3 sujets, et puis je conclurai en évoquant un ou 2 autres, en essayant de faire en sorte que sur ces 3 sujets, l'ensemble des questions de droit, de politique, de relations avec la République soient abordées sans ne rien occulter. Première question, la question de la propriété et de la possibilité d'avoir accès au logement. Elle revêt 2 sujets, elle recouvre 2 sujets différents, connexes et complexes. Le premier sujet est celui du fameux arrêté Miot, qui
ont doté la Corse d'un dispositif particulier jusqu'à présent en matière de droit de succession, rendu nécessaire par la difficulté pour la Corse de reconstituer ses titres de propriété, pour des raisons très anciennes, constatées au début du XIXe siècle, en 1801 très exactement, et qui, depuis 1801, n'ont pas réussi à être surmontées à la fois par des solutions de droit et par la reconstitution des titres de propriété eux-mêmes. Sur ce sujet-là, on ne peut pas dire de ce gouvernement qu'il ait été inerte, qu'il ait été sourd, qu'il ait été autiste et indifférent aux expressions et aux interrogations formulées par les élus de Corse. J'ai passé suffisamment de temps dans cette Assemblée au moment de l'adoption de la loi de finances rectificative et de la loi de finances initiale, avec beaucoup d'entre vous, comme à l'Assemblée nationale, pour que vous ne vous souveniez pas du nombre d'amendements que nous avons discutés, parfois d'ailleurs dans la réticence des membres de cette Assemblée, qui considéraient que les dispositifs que nous préconisions pour la Corse et sur lesquels le gouvernement avait donné un avis de sagesse n'étaient pas conformes au droit constitutionnel. Malgré tout, le gouvernement a souhaité appuyer ces amendements en contribuant à leur rédaction, en écoutant les acteurs corses, en donnant un avis de sagesse, parce que nous avions parfaitement conscience que des moyens supplémentaires donnés au GIRTEC ne suffiraient pas et qu'il fallait donner le temps à la Corse de reconstituer ses titres de propriété de telle sorte à ce qu'une fiscalité de droit commun, à terme, relative au droit de succession, puisse s'appliquer. À l'époque, beaucoup de juristes appelaient notre attention, mon attention, j'étais ministre du Budget, sur les problèmes constitutionnels que tout cela risquait de poser à terme. D'autres juristes, prétextant que le droit n'était pas une science exacte, m'interpellaient en disant que l'avis généralement exprimé par des constitutionnalistes chevronnés et reconnus n'était pas nécessairement le droit et qu'il fallait tenter un autre chemin en écoutant à la fois les juristes de Lille et d'autres qui avaient pour elle de la sympathie, et le Conseil constitutionnel a tranché en indiquant quel était le droit. Moi, je ne commande pas la chose jugée, parce que l'autorité de la chose jugée existe. Je la constate, et lorsque le droit a été dit par le juge constitutionnel, il ne nous reste plus qu'une solution, c'est de tenir compte de ce considérant pour essayer d'élaborer d'autres normes qui, cette fois-ci, passent. Je veux redire ici, aux élus de Corse qui sont présents, comme à ceux qui nous écoutent, la détermination du gouvernement à trouver, en très étroite liaison avec la représentation nationale, un chemin qui ne remette pas en cause le principe d'égalité et qui permettrait à la représentation nationale d'adopter des dispositions relatives à la reconstitution des titres de propriété qui vaudraient pour la totalité du territoire national, équivalent pour la totalité du territoire national, pourrait aussi valoir pour la Corse. Voilà pour le premier sujet. Je n'ai pas le sentiment, Madame la sénatrice, en vous disant cela, de faire montre d'une quelconque fermeture d'esprit. J'ai bien le sentiment inverse d'être à la fois ouvert, souple et déterminé à trouver une solution. C'est d'ailleurs assez cohérent avec ce que nous avons fait jusqu'à présent, car je ne vois pas pourquoi j'aurais passé autant de temps dans le cadre de l'élaboration des lois de finances précédentes pour trouver un chemin que subitement je fermerais après avoir lu les considérants du Conseil constitutionnel qui disent quelle est la voie de droit empruntée pour aboutir. Parce que ce qui compte lorsqu'il s'agit de politique et de droit, ce n'est pas de prendre des postures, ce n'est pas de se faire plaisir, c'est de trouver un chemin qui permette d'aboutir à une solution. Et si la solution en droit n'est pas opportune, le chemin aboutit à quoi? À une impasse. Et une impasse, c'est le contraire d'une solution en politique. Donc fermer une porte sur une impasse, ça n'est pas fermer une porte sur toutes les autres solutions qui se présentent, c'est fermer une porte sur une impasse pour ouvrir des portes opportunes sur des solutions qui en soient vraiment. Voilà pour ce qui concerne les arrêts Témio. Le deuxième sujet sur lequel j'ai été interpellé, c'est le sujet du statut de résident. La CTC a ouvert un débat en proposant, pour régler le problème de la pression qui s'exerce sur le foncier, de la spéculation qui l'accompagne et qui peut se trouver à l'origine d'un coût de sortie des logements qui soit prohibitif pour des Corses qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété et de se loger,
La collectivité territoriale de Corse propose un statut de résident qui ouvrirait la possibilité d'accéder à la propriété à ceux qui, depuis longtemps, 5 ans, résideraient en Corse et se trouveraient ainsi dans la possibilité d'accéder au dispositif. Est-ce que la proposition de la collectivité territoriale de Corse mérite le mépris du gouvernement et de la collectivité et de l'Assemblée nationale et du Sénat? En aucun cas. Je n'ai jamais considéré que le problème posé était un problème qui ne se posait pas. Je n'ai jamais considéré que la question de la spéculation foncière était un mauvais problème. J'ai simplement émis, puisqu'il s'agit de dialogue, pour être dans le dialogue, il faut être deux, j'ai simplement considéré qu'il était important, dès lors qu'une proposition nous était faite par l'Assemblée de Corse, d'exprimer une réponse étayée et expertisée qui permette, dans le cadre de ce dialogue respectueux, de dire aux élus de Corse ce que nous pensions, après expertise, de la voie qui avait été empruntée. Cette proposition de la collectivité territoriale de Corse pose deux problèmes. Le premier problème, c'est celui du principe d'égalité face à la propriété, qui est un principe éminemment républicain, qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et qui, comme l'a souvent dit le sénateur Alfonsi avec justesse, fait partie du bloc de constitutionnalité. On dit donc qu'il faudrait changer la Constitution. Si changer la Constitution était une manière de régler le problème, pourquoi pas? Mais il s'avère que le droit européen, après que la Constitution aurait été changée, nous empêcherait de continuer à faire bénéficier la Corse du bénéfice du droit européen et des subventions qui l'accompagnent, puisque la Corse se retrouvera en contravention avec les principes du droit européen, puisque ce dispositif a été adopté dans des pays de l'Union de façon transitoire pour des pays entrant dans l'Union européenne. Or, nous sommes dans l'Union européenne depuis longtemps, et le dispositif n'aurait pas vocation à être appliqué de façon transitoire, mais de façon pérenne. Donc nous avons un problème de droit constitutionnel et nous avons un problème de droit européen. Est-ce que dire dans un débat, lorsqu'on est chargé, c'est le rôle de l'État, constitutionnellement, du contrôle de légalité, qu'une délibération pourrait ne pas être légale en raison du divorce qu'elle instaure avec des principes constitutionnels et de droit européen, est une manière de fermer les portes et de refuser le dialogue? Non, c'est une manière simplement de dire le droit quand on est en charge du contrôle de légalité. Ça s'appelle aussi la République. Est-ce que c'est une manière de dire qu'aucun chemin ne peut être emprunté pour régler ce problème? Non. La réflexion juridique peut se poursuivre. Le propre d'un débat et d'un dialogue, c'est d'accepter l'argumentation de l'autre, y compris lorsqu'elle n'est pas conforme à ce que l'on pense. C'est l'idée que je me fais du dialogue dans la République. La richesse des débats est d'autant plus grande que les points de vue sont différents et que l'on accepte d'accéder au point de vue de l'autre. C'est aussi ça, la République. Et par conséquent, je propose simplement que l'État ayant fait connaître sa position en droit sur ce sujet, nous puissions continuer de façon républicaine à dialoguer pour trouver des solutions. En existe-t-il? Oui, je le pense. La mise en place d'un établissement public foncier en Corse permettant à la puissance publique d'acquérir les emprises foncières sur lesquelles la spéculation est la plus grande pour éviter que le coût du foncier ne continue à augmenter, que la Corse continue à se trouver confrontée à l'impossibilité de réaliser des logements dans des conditions qui soient compatibles avec le revenu des Corses, me paraît être une solution possible. Je le dis pour Madame la sénatrice, qui m'invite à ouvrir des portes, après m'avoir presque reproché d'en avoir fermé brutalement. Je les ai fermées avec douceur et esprit de vérité, et j'en ouvre toutes grandes vers des solutions qui me paraissent possibles et immédiatement susceptibles d'être mises en œuvre. Ça appellera, bien entendu, de la part du gouvernement, la manifestation d'une volonté d'aller dans cette direction. Ça ne justifiera pas d'ailleurs une fin de discussion sur tous les autres sujets, y compris celui-ci dans sa dimension juridique. Mais si l'on veut agir vite pour trouver des solutions rapidement, il vaut mieux emprunter les chemins les plus courts, surtout si l'on est soucieux des solutions efficaces. Le troisième sujet est celui de la langue. J'entends beaucoup d'élus de Corse, mais pas simplement, des élus, des citoyens,
me dire leur tristesse de voir leur langue s'étioler et d'avoir le sentiment que cette langue qu'ils aiment, qu'ils ont raison d'aimer parce qu'elle est belle, leur crainte de voir cette langue qui ne serait plus parlée justifie de leur part l'expression d'une préoccupation. Eh bien, je trouve cette préoccupation légitime. Ce que je trouve moins légitime, ou en tous les cas ce que je trouve intéressant, ce que je trouve qu'il est intéressant de débattre, c'est le chemin que l'on nous propose d'emprunter pour atteindre le but du développement de la langue corse en Corse. La solution proposée est celle de la co-officialité de la langue corse. Que signifie la co-officialité de la langue corse? La co-officialité de la langue corse signifie, je le dis à notre ami le sénateur Dantec, qui m'invitait à apporter une réponse précise sur ce sujet, que nous ne nous arrêtons pas au bilinguisme, mais que nous posons le principe que pour accéder à l'emploi public en Corse, il faudrait être en situation de répondre en Corse à ceux qui, parmi les Corses, décideraient de s'adresser à l'administration en Corse. Moi, je ne suis pas du tout choqué que l'on puisse, dans l'administration en Corse, répondre en Corse à des Corses qui s'adresseraient à l'administration en Corse. Ce qui me gêne, c'est que l'on fasse de la maîtrise de la langue corse, même dans ses premiers prolégomènes, une obligation pour accéder à la fonction publique en Corse. Parce que si nous décidions de faire cela, ça signifierait tout simplement que le principe d'égalité des citoyens français face à l'exercice des charges publiques, qui est un principe fondamental, contenu lui aussi dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et qui est un principe auquel la fonction publique dans notre pays tient beaucoup, s'en trouverait remise en cause. Et je ne suis même pas sûr que si nous accédions à cette demande, nous serions garantis pour autant que le corse serait davantage parlé, parce que la co-officialité de la langue corse, avec les conséquences que je viens d'indiquer, ne donne aucune garantie sur le fait que l'éducation nationale, de l'école primaire jusqu'à l'université, dotera les universités et les écoles d'enseignants permettant de développer l'apprentissage de la langue corse en Corse pour que la langue soit davantage parlée. Je considère donc que cette suggestion telle qu'elle est proposée pose un problème de droit que je viens d'exprimer, mais ne remplit pas nécessairement l'office qu'elle prétend remplir, parce que vous pouvez co-officialiser toutes les langues. Si vous n'apprenez pas à ceux qui sont sur le territoire de les parler, faute d'enseignants et de moyens dans le système éducatif, vous ratez la cible. Alors moi, je ne suis pas désireux qu'on rate les cibles. Je suis désireux qu'on parle le corse en Corse. Je suis désireux qu'on développe la pratique du corse en Corse. Et je crois que les langues sont une richesse et que le français, comme le disait le sénateur Dantec, n'a pas de raison d'avoir peur du fait qu'on parle le corse en Corse, à condition que cela se fasse dans un cadre qui soit conforme aux principes de la République et qui garantisse que la cible sera atteinte par la mobilisation des moyens de l'État dans le système éducatif qui permettent de. Donc, je le redis ici au Sénat, avec la même sincérité et la même exigence de rigueur que celle que j'ai voulu mettre dans mon propos en Corse. La volonté du gouvernement n'est pas de fermer des portes, elle est d'ouvrir les bonnes qui permettent d'atteindre les bonnes solutions pour régler les problèmes auxquels la Corse est confrontée aujourd'hui et qui sont des problèmes auxquels il nous faut faire face maintenant. Parce que je voudrais conclure sur 2 points. Préconiser une réforme constitutionnelle qui impliquerait qu'on inscrive des dispositions concernant la Corse dans la Constitution dont il faudrait définir le contenu, supposerait qu'on soit en situation de réunir une majorité qualifiée au Parlement pour les faire voter. Et réunir une majorité de 3/5 au Parlement pour faire voter une réforme constitutionnelle ne dépend pas de la seule volonté de la collectivité territoriale de Corse. Et on pourra tordre le problème dans tous les sens. Ce n'est pas simplement un problème de droit, même si c'est aussi un problème de droit, parce que la majorité qualifiée elle est inscrite dans la Constitution, c'est un problème politique. Pour faire voter des dispositions constitutionnelles, il faut une majorité qualifiée au Parlement. Je ne suis pas sûr que cette majorité existe. Et comme je ne suis pas sûr que cette majorité existe, conditionner à la réunion de cette majorité la résolution des problèmes de la Corse serait hautement aléatoire, là où on nous explique que ces problèmes sont urgents.
Donc si les problèmes sont urgents, traitons-les tout de suite, dans le cadre juridique existant, pour faire en sorte que les problèmes soient réglés sans tarder puisqu'ils sont urgents, et ne prenons pas le risque d'engager des discussions aléatoires visant à la mobilisation de majorités dont on ne sait pas si elles existent, pour régler à long terme des problèmes dont on me dit qu'ils relèvent de l'urgence, c'est-à-dire du court terme. Et comme il n'y a pas de long terme là où il n'y a pas de court terme, régler les problèmes à court terme de la Corse n'obère en rien la possibilité de les régler de façon plus ambitieuse encore en long terme, dès lors qu'il y aurait une possibilité d'aller plus loin dans la réflexion juridique et de faire en sorte que les conditions politiques soient réunies pour les régler. Alors je voudrais conclure sur un point. Quand les problèmes sont compliqués en droit, techniquement, politiquement, plus on est pour tenter de les régler dans la bonne foi et la sincérité d'un échange, plus on a de chances de les régler ensemble. Pour les régler ensemble dans la bonne foi, il faut éviter de se faire des procès reposant non pas sur ce que l'on a dit, non pas sur les propos que l'on a tenus, mais sur les intentions que l'on vous prêterait, dans l'oubli des propos tenus par tous ceux qui se sont exprimés avant vous. Parce que des gens se sont exprimés en Corse avant moi, et des gens se sont exprimés avant moi à Paris sur la Corse. Ils ont tous dit quel était le cadre juridique dans lequel les choses pouvaient s'engager. Je n'ai rien dit de plus ni de moins en Corse que ce qu'avaient dit ceux qui s'étaient exprimés avant moi. Je n'ai fermé en Corse aucune porte. J'ai voulu en Corse dire quels étaient les aléas d'un chemin complexe et incertain, non pas pour altérer une volonté, non pas pour décevoir, non pas pour désespérer, non pas pour casser des enthousiasmes, mais pour mobiliser les enthousiasmes dans une direction au terme de laquelle il y ait un chemin, une lumière, une issue, une solution. Et par ailleurs, je n'ai pas non plus fermé le débat sur la question institutionnelle, y compris dans sa dimension constitutionnelle, parce que la dimension constitutionnelle, c'est plus que la dimension institutionnelle. On peut régler le débat institutionnel dans le cadre de la Constitution actuelle ou aller plus loin. J'ai simplement dit que sur ces sujets-là, ce qui importe, c'est le résultat, ce n'est pas la posture. C'est le but, ce n'est pas le fétichisme du droit ou de telle ou telle inscription normative dans tel ou tel texte. C'est de faire en sorte que la Corse trouve des solutions à ses problèmes. Et je veux ici, au Sénat, à la faveur de ce débat organisé à l'initiative de Nicolas Alfonsi, redire à travers cette Assemblée aux Corses, par-delà leur sensibilité, par-delà leurs options, par-delà leurs volontés qui sont diverses et multiples sur tous les sujets que nous venons d'évoquer, qu'ils trouveront toujours dans ce gouvernement, un gouvernement ouvert, à l'écoute, attentif, désireux de trouver des solutions, désireux d'éviter des impasses, rigoureux dans l'approche qu'il fera des textes et du droit, parce que les textes et le droit ont parfois quelque chose à voir avec la politique quand on convoque la rigueur, et de le faire dans le respect de ceux qui délibèrent en nous posant des questions que j'estime justes, même si les questions, les réponses apportées ne le sont pas toujours autant que nous pourrions le souhaiter. J'espère que ce débat aura contribué à préciser les choses et j'espère que nous aurons d'autres occasions de nous revoir pour aller plus au fond des sujets, car la question de la Corse est une question qui mobilise nos assemblées depuis longtemps. C'est une question trop passionnante pour qu'elle cesse de les mobiliser demain et c'est une question trop exigeante pour qu'elle ne soit pas abordée avec toutes les exigences de la rigueur intellectuelle. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, merci à tous de ce débat sur la Corse et la réforme territoriale.